Bonjour, vous êtes sur Décideur TV, c'est Lex Inside, votre rendez-vous consacré à l'actualité juridique et à l'actualité du monde du droit. Au programme de cette émission, on va parler délit de favoritisme, on parlera également légalité d'un exercice d'une activité bénévole pendant un arrêt maladie et enfin, on évoquera la loi de finances rectificative. Pour commencer cette émission, j'ai le plaisir de recevoir Thierry Voitelier pour parler délit de favoritisme à l'aune de la jurisprudence récente de la Cour de cassation. Thierry Voitelier, bonjour. Bonjour. Alors tout d'abord, quelles sont les caractéristiques du délit de favoritisme ? Alors le délit de favoritisme est un délit qui a pour vocation de lutter contre les atteintes à l'accès aux marchés publics, à la liberté des marchés publics. Donc c'est un délit qui sanctionne principalement les élus, les représentants des collectivités locales ou de l'État qui sont amenés à passer des marchés publics. Alors il y a un arrêt extrêmement intéressant qui vient d'être rendu par la Cour de cassation le 7 septembre dernier concernant les personnes susceptibles d'être poursuivies en matière de délit de favoritisme. Expliquez-nous. Alors cet arrêt du 7 septembre dernier de la Chambre criminelle est très intéressant puisqu'il précise que peuvent être poursuivis pour favoritisme toute personne qui a un accès au marché public, même s'il n'intervient pas directement à la procédure. Donc en l'espèce, il s'agissait d'une personne qui était fonctionnaire de la commune et employée par une association en matière de cantine scolaire. Cette personne n'est pas intervenue dans le cadre de la procédure de passation du marché public, mais par les informations qu'elle avait en sa qualité de fonctionnaire. Et dans la mesure où elle a pu influencer la passation du marché, elle a été sanctionnée par la Cour d'appel et la Cour de cassation a validé cette sanction en rejetant le pourvoi. Quels sont les enseignements de cet arrêt ? C'est qu'il faut toujours être plus prudent en matière de marché public. C'est extrêmement rigoureux comme procédure. Il faut se méfier de tout, puisqu'il y a effectivement plusieurs délits qui concernent les marchés publics. Ce n'est pas un seul texte. Vous avez 5 textes principaux qui sont aux articles L214 et suivants du Code pénal. Que ça soit la concussion, la corruption passive, la prise illégale d'intérêt avec voilà, et puis le vantage en matière de marché public qui n'est pas justifié. C'est une décision logique pour vous ? C'est une décision logique dans le cadre de la jurisprudence qui est toujours plus rigoureuse en matière de marché public, de manière à protéger l'accès et la liberté au marché public. En définitive, peut-être quelques bonnes pratiques à l'intention des élus et des agents ? Être particulièrement prudent, parce que l'infraction est vite constituée. Il suffit d'avoir un échange d'informations avec quelqu'un qui est intéressé par un marché public pour que les premiers éléments de l'infraction puissent être constitués. Donc il faut toujours être très très prudent en la matière. On va conclure là-dessus. Merci d'être venu sur notre plateau. Merci beaucoup. On poursuit ce numéro de Lex Inside pour parler légalité de l'exercice d'une activité bénévole pendant un arrêt maladie avec Fabien Dufy-Dalloz, avocat au barreau de Lyon. Fabien Dufy-Dalloz, bonjour. Bonjour Arnaud. Alors peut-on exercer une activité bénévole pendant un arrêt maladie ? Eh bien la réponse est non. Nous avons d'abord le Code de la sécurité sociale, c'est l'article L323-6 qui pose le principe de l'interdiction d'une activité non autorisée pendant un arrêt maladie. Et puis, il y a un texte un peu moins connu, c'est l'arrêté du 19 juin 1947 qui fixe le règlement intérieur des CPM pour les prestations d'arrêt maladie et qui, lui, est un peu plus précis puisqu'il nous dit que tout travail rémunéré ou non est interdit pendant l'arrêt maladie, sauf autorisation du médecin traitant. Alors, comme souvent, la jurisprudence est venue nous préciser ce qu'on devait entendre par activité ou travail non rémunéré, et ça vise une palette d'activités assez large, puisque nous sommes aussi bien sur des travaux de bricolage, des travaux de jardinage, ou encore des compétitions sportives. Alors, quelles sont les obligations du salarié vis-à-vis de la CPAM ? Alors, vis-à-vis de la CPAM, d'abord, ces obligations sont de 2 ordres. Il faut que le salarié, comme je l'ai dit, obtienne l'autorisation expresse de son médecin traitant s'il veut se livrer à une activité non rémunérée, une activité bénévole pendant son arrêt maladie. Pour obtenir cette autorisation du médecin traitant, c'est assez simple, mais il faut que le médecin soit extrêmement précis dans le descriptif de l'activité que le salarié est autorisé à exercer pour éviter toute difficulté. Et puis, en cas de renouvellement, de prolongation de l'arrêt maladie, le médecin devra renouveler aussi cette autorisation
pour que le salarié continue à exercer son activité bénévole pendant la période qui correspond à cette prolongation. Donc, l'autorisation du médecin traitant d'abord, et ça concerne aussi bien les salariés d'ailleurs qui sont en sortie libre ou non, hein, peu importe. Et puis ensuite, il y a un cas où le salarié voudrait exercer cette activité bénévole en dehors du département où il réside. Et là, il y a une condition supplémentaire, il doit obtenir l'autorisation de la CPAM, de sa CPM de rattachement. Ça, c'est très important, notamment pour que la CPAM puisse procéder à d'éventuels contrôles par les médecins conseils. Donc là, c'est une autorisation préalable de la CPAM. Et s'agissant de son employeur, quelles sont les obligations du salarié? Alors, vis-à-vis de l'employeur, c'est différent. Il n'a pas d'obligation d'autorisation s'il veut exercer une activité bénévole pendant son arrêt maladie. En revanche, vis-à-vis de l'employeur, on est sur un autre registre puisque nous avons l'obligation de loyauté. Alors, Ça veut dire quoi? L'obligation de loyauté, c'est-à-dire que pendant la suspension du contrat de travail, le salarié doit continuer à se montrer loyal à l'égard de son employeur et ne pas se livrer notamment à une activité concurrente. Mais là, c'est extrêmement compliqué de caractériser un manquement à l'obligation de loyauté. Donc, on ne sera pas sur ce terrain-là vis-à-vis de l'employeur. Vis-à-vis de l'employeur, il faut que le salarié soit disponible, se montre disponible pour que l'employeur diligente un contrôle médical. Le contrôle médical, tout employeur peut le réaliser, c'est le droit le plus strict de l'employeur. Il faut que ce droit soit effectif. Donc, il faut qu'il sache où se trouve son salarié pour que ce contrôle médical ait lieu. Cela veut dire que si le salarié, notamment, exerce une activité bénévole qui se situe en dehors de son domicile, il doit en informer l'employeur, il doit dire à son employeur où il se trouve. Et je pense notamment à des travaux, par exemple, de bricolage ou des travaux tout court de rénovation d'une maison chez de la famille qui serait située en dehors du domicile du salarié. L'employeur doit savoir où est cet endroit pour pouvoir envoyer le médecin contrôleur. Alors, si le salarié n'est pas là où il doit se trouver, quelles sont les conséquences? Elles ne seront pas disciplinaires, là, je vais peut-être en décevoir certains, elles seront uniquement vis-à-vis du maintien de salaire. Donc, la CPM procédera à la fin de versement des IJSS, des indemnités journalières de la sécurité sociale, et l'employeur, lui, aura le droit de mettre fin au versement du complément employeur. Mais j'insiste bien, pas de sanctions disciplinaires si le salarié est en train d'exercer une activité bénévole pendant un arrêt maladie. J'ai un arrêt assez, je dirais, amusant qui me vient en tête, mais en tout cas assez parlant. Que dit cet arrêt? Un arrêt de 2013 qui nous dit qu'un salarié qui avait été déclaré inapte à la conduite de véhicule, parce qu'il avait une maladie professionnelle qui touchait ses deux mains, eh bien ce salarié qui est surpris en train de participer à une course de rallye automobile pendant son arrêt maladie, donc à titre bénévole, eh bien il ne commet pas une violation de son obligation de loyauté, et il ne pourra pas être sanctionné de ce fait. On va conclure là-dessus. Merci pour votre éclairage. Je vous en prie, merci à vous. Vous êtes toujours sur Décideur TV. Dans Lex Inside, on va parler loi de finances rectificative avec Thibaut Hubert, avocat chez Coblence Avocat. Thibaut, bonjour. Bonjour Arnaud, merci de me recevoir. Alors, quelles sont les dispositions spécifiques en matière de fiscalité des particuliers? Alors, à titre liminaire, je souhaiterais rappeler que ces mesures ont été prises dans le cadre d'une seconde loi de finances rectificative pour 2022, puisqu'une première loi de finances rectificative a été publiée en août afin de faire face à l'inflation. Donc, on sait que différentes mesures ont été prises, notamment concernant le prix du carburant ou le maintien d'un bouclier tarifaire sur l'énergie. Donc là, en l'espèce, on est sur une seconde loi rectificative pour 2022, avec des dispositions en matière de fiscalité des particuliers, fiscalité des entreprises et taxes locales. Donc, concernant les particuliers, on a deux dispositions à retenir. Une première disposition qui concerne l'imputation des déficits fonciers sur le revenu global, et une deuxième mesure qui concerne l'ajout de mention sur l'avis d'imposition. Alors, concernant les déficits fonciers, donc pour rappel, lorsqu'un bailleur génère des revenus fonciers qui sont inférieurs à ses charges déductibles, il va pouvoir imputer sur ce revenu global un déficit foncier, mais dans la limite de 10 700 €. Donc la loi de finances rectificative permet de doubler ce plafond. Donc on va passer de 10 700 € à 21 400 €, sous réserve que les charges déductibles soient engagées dans le cadre de travaux de rénovation énergétique.
Donc à ce stade, on n'a pas de définition claire de travaux de rénovation énergétique. On attend un décret apparaître. En revanche, ce qu'on sait, c'est que pour pouvoir bénéficier de ce dispositif, il faudra que le bien place d'une classe énergétique E, F ou G à une classe énergétique A, B, C ou D. Donc concrètement, il faudra que le bailleur fasse réaliser un DPE, donc un diagnostic de performance énergétique avant et après la réalisation des travaux, afin de pouvoir justifier que son bien s'était bien amélioré en matière de classe énergétique. C'est un dispositif à mettre en parallèle avec la loi climat, puisqu'en fait, on a les appartements qui ne pourront plus être mis en location si on les considère comme des passoires thermiques. Donc voilà. Donc ça, voilà, une première disposition concernant les sites fonciers. Et deuxième disposition Deuxième disposition donc, concernant l'ajout de mentions sur l'avis d'imposition sur le revenu. Donc là, 2 mentions vont être ajoutées. Une première mention qui concerne le taux moyen d'imposition du contribuable, donc le taux effectif d'imposition, et une deuxième mention qui concerne son taux marginal. Donc on sait que l'impôt sur le revenu est un impôt avec un barème progressif, avec différentes tranches. Donc sera indiqué sur son avis d'imposition sa dernière tranche d'imposition. Donc ici, on n'est pas sur une mesure économique en tant que telle, mais plus sur une mesure psychologique. On va chercher à donner une meilleure lecture de l'avis d'imposition pour le contribuable, pour que ça lui paraisse plus lisible. On sait qu'un avis d'imposition, c'est ça peut paraître un peu nébuleux, un peu complexe pour notamment les personnes qui ne sont pas férues de chiffres, ou en tout cas pas férues de fiscalité. Donc là, l'idée, c'est vraiment lui permettre d'avoir une meilleure compréhension de son avis d'imposition. Donc là, on a 2 mesures pour les particuliers. Je vais rajouter un dernier point qui n'est pas forcément une mesure, mais plus un engagement du gouvernement de transmettre un rapport au Parlement dans les 6 mois concernant l'opportunité ou non de mettre en place un crédit d'impôt concernant les granules de bois et les bûches de bois de chauffage. Donc on sait qu'il y a beaucoup de particuliers qui chauffent avec ces matières-là. C'est des matières, des consommables dont les prix ont explosé ces derniers mois. Donc là, le gouvernement analyse l'opportunité ou non de mettre en place un crédit d'impôt concernant ces consommables. Donc voilà à peu près un tour concernant les particuliers au regard de la loi de finances rectificative pour 2022. Qu'en est-il des mesures en termes de fiscalité des entreprises et au niveau des impôts locaux également ? Alors, pour les entreprises et les impôts locaux, on est sur des dispositions qui sont vraiment très, très spécifiques. Donc, je vais être un petit peu plus bref. Mais concernant les entreprises, on a déjà un dispositif de crédit d'impôt concernant l'investissement initial de PME en Corse. Donc, on avait une espèce de divergence entre les textes et la doctrine administrative concernant la notion d'engagement initial. Donc là, la loi de finances rectificative pour 2022 a clarifié ce point et renvoie la notion d'investissement initial à la notion au sens du droit européen. Donc ici, on est sur un dispositif déjà existant, mais clarifié par l'intermédiaire de la loi de finances rectificative pour 2022. Ensuite, concernant les impôts locaux, on a une réévaluation forfaitaire des piscines en matière de taxes d'aménagement. Donc concrètement, quand un contribuable construit une piscine, il va être taxé il va payer la taxe d'aménagement. Et la valeur des piscines est réévaluée de 200 € du mètre carré à 250 € du mètre carré. Donc on a une réévaluation de 25%. C'est un dispositif à mettre en parallèle avec les moyens de contrôle de l'administration qui a un partenariat avec Google et Capgemini et qui a développé une intelligence artificielle de contrôle permettant de vérifier que les piscines sont bien déclarées et qu'elles sont déjà déclarées d'une et qu'elles sont bien déclarées. Voilà, donc il est conseillé aux contribuables de bien déclarer ces piscines. Voilà. On va conclure là-dessus. Merci d'être venu sur le plateau. Merci Arnaud. Merci à toutes et à tous pour votre fidélité. C'était la dernière de Lex Inside de l'année. Je vous donne rendez-vous en 2023 pour de nouveaux numéros de Lex Inside. Merci à Fabien à la réalisation, à Stéphanie pour la préparation des émissions et rendez-vous donc en 2023 pour de nouveaux Lex Inside.